Un phénomène inhabituel est en train de se produire au sein de l'économie américaine. Les acteurs les plus puissants ne réagissent pas à une crise visible, ils anticipent. Nvidia ralentit ses engagements avant même que la demande ne se matérialise réellement. Oracle accumule des liquidités plusieurs années avant d'en avoir un besoin immédiat. De son côté, le Trésor américain refinance des milliers de milliards de dollars comme s'il faisait face à une urgence temporelle. Ces décisions ne sont pas dictées par la panique ou par des événements déjà visibles, elles sont préventives. Et c'est précisément ce caractère anticipé qui constitue l'alerte. Lorsque les grandes institutions commencent à se repositionner avant que les tensions n'apparaissent ouvertement, cela signifie qu'elles perçoivent une convergence dangereuse, des taux d'intérêt durablement élevés, un endettement qui explose et une expansion massive de l'intelligence artificielle dont la rentabilité n'a pas encore été démontrée. Le risque majeur n'est pas une crise brutale ou un effondrement soudain. Le véritable danger réside dans une désynchronisation silencieuse où chaque acteur protège prioritairement son propre bilan au détriment de la stabilité collective. La pression initiale provient de la Réserve fédérale, désormais dirigée par Kevin Walsh. Le changement de ton est net et assumé. Une baisse rapide des taux n'est plus à l'ordre du jour. Walsh a clairement indiqué que la priorité absolue reste la crédibilité monétaire, même si cela implique de maintenir des conditions financières restrictives bien plus longtemps que ne le souhaitait le marché. À long terme, la maîtrise de l'inflation peut bénéficier aux consommateurs, mais à court et moyen terme, cette rigueur monétaire agit comme un poison pour la partie la plus spéculative de l'économie américaine, l'expansion accélérée de l'intelligence artificielle menée par les géants de la tech. La stratégie américaine en matière d'IA repose sur une hypothèse fragile, celle d'un capital abondant et peu coûteux, disponible suffisamment longtemps pour que la demande finisse par rattraper les investissements. Or, les entreprises planifient aujourd'hui des infrastructures de centres de données à une échelle qui relève davantage de l'industrie lourde que du numérique, des capacités exprimées en gigawatts, des territoires entiers aménagés pour accueillir des serveurs plutôt que des usines. Il ne s'agit pas d'une croissance progressive, mais d'une course effrénée, construire d'abord, rentabiliser ensuite. La Chine a adopté une approche radicalement différente. Elle a avancé de manière graduelle, en privilégiant d'abord les usages et les applications avant de développer massivement les capacités. Les États-Unis, eux, ont misé sur la vitesse et le volume. Aujourd'hui, ce choix stratégique se heurte frontalement aux contraintes du réel. Cette collision est devenue évidente lorsque Jensen Huang a pris ses distances avec ce qui semblait être un engagement historique. Nvidia avait été associé à un projet d'investissement pouvant atteindre 100 milliards de dollars en partenariat avec OpenAI, visant à déployer environ 10 gigawatts d'infrastructures dédiées à l'IA. Par la suite, Huang a tenu à préciser publiquement la nature exacte de cette annonce. Nvidia avait été invité à investir jusqu'à ce montant, mais ne s'était jamais engagé à le faire effectivement. Cette nuance est essentielle. Pourtant, les marchés n'y ont pas vu une clarification, mais un retrait. Ce revirement n'avait rien de symbolique. Nvidia comprend mieux que quiconque les risques systémiques en jeu. S'engager financièrement à une telle échelle reviendrait à dépasser son rôle de fabricant de semi-conducteurs pour devenir le garant financier de l'ensemble de l'écosystème de l'IA. Autrement dit, financer indirectement la demande pour ses propres produits à partir de son propre bilan. Une logique circulaire dangereuse, comparable aux déséquilibres qui ont fragilisé par le passé le système commercial mondial. Les systèmes fondés sur ce type de boucle peuvent fonctionner tant que chaque maillon reste solide, mais il suffit qu'un seul cède pour que l'ensemble s'effondre. Nvidia anticipe un scénario dans lequel elle immobilise des capitaux massifs tandis que la demande ralentit, que les infrastructures énergétiques ne suivent pas et que les investissements se transforment en gouffres financiers. Pendant que Nvidia choisit la prudence, l'ensemble du marché évolue déjà sous un niveau d'endettement élevé. À l'échelle mondiale, plus de 3 000 milliards de dollars devraient être investis dans les infrastructures de centres de données au cours de la prochaine décennie. Aux États-Unis, les entreprises spécialisées dans l'intelligence artificielle s'apprêtent à recourir massivement à l'emprunt. Les projections pour 2026 estiment que les financements liés à l'IA pourraient atteindre 150 milliards de dollars. Une telle demande exerce une pression directe sur l'ensemble du système de crédit. Elle évince d'autres emprunteurs et renchérit le coût des prêts pour tous. La posture restrictive de la Réserve fédérale ne fait qu'amplifier ce phénomène. Les rendements des obligations du Trésor constituent la base sur laquelle repose tout le système de financement.
Tant que ces rendements restent élevés, le coût de l'argent demeure élevé pour l'ensemble de l'économie réelle, et pas uniquement pour les entreprises technologiques. Les centres de données sont des investissements à très long terme. Des taux élevés ne se contentent pas d'alourdir les coûts. Ils réduisent drastiquement le délai pendant lequel ces projets doivent prouver leur viabilité. Nvidia n'a pas besoin d'un scénario catastrophe pour se retirer. L'incertitude seule suffit. Les géants de la tech sont déjà profondément engagés financièrement. Les obligations locatives futures liées aux centres de données ont explosé, passant d'environ 70 milliards de dollars en 2022 à près de 600 milliards l'an dernier. Ces contrats de location constituent la pierre angulaire du montage financier. Ils permettent aux promoteurs d'emprunter auprès des banques et d'émettre des obligations. Tant que les loyers sont payés, l'édifice tient. Mais ces loyers ne s'ajustent pas automatiquement si les revenus déçoivent. Les divisions IA partent absorber des pertes pendant un certain temps, mais cette capacité n'est pas infinie. Si la demande attendue ne se matérialise pas, les entreprises finiront par interrompre l'afflux de capitaux. Il n'est pas nécessaire que l'ensemble du système s'effondre simultanément. Un seul point faible suffit. Si les grands acteurs technologiques se retirent, les promoteurs perdent leurs revenus, les banques ne sont plus remboursées, les détenteurs d'obligations subissent des pertes et le crédit se contracte encore davantage. Le cercle vicieux s'installe. C'est dans ce contexte que la décision d'Oracle prend tout son sens. Un dimanche, l'entreprise a annoncé son intention de lever environ 50 milliards de dollars en 2026 pour financer l'expansion de ses centres de données. La moitié proviendrait d'émissions obligataires, l'autre de ventes d'actions. Pour l'un des plus grands groupes technologiques mondiaux, ce choix équivaut à une reconnaissance implicite de tensions financières. Oracle ne dispose pas de suffisamment de liquidités immédiates et sait que les marchés de la dette surveillent sa situation de près. Les contrats d'assurance contre le défaut de paiement sur la dette d'Oracle ont fortement augmenté. Les investisseurs exigent désormais des primes bien plus élevées pour se protéger contre un risque de défaillance. Ce n'est pas une crainte abstraite, cela augmente directement le coût d'emprunt de l'entreprise. Les flux de trésorerie d'Oracle devraient devenir négatifs pendant 3 à 4 ans, le temps que les dépenses liées au centre de données atteignent leur pic. Jusqu'à la fin de la décennie, l'entreprise pourrait dépendre de cycles répétés de financement pour rester à flot. La vente d'actions sert à réduire l'effet de levier, mais elle envoie aussi un signal de fragilité. Chaque nouvelle émission dilue les actionnaires existants et affaiblit la confiance du marché. Une confiance affaiblie se traduit par des rendements plus élevés lors des prochaines émissions obligataires. Si les revenus ne sont pas au rendez-vous ou si les coûts augmentent, Oracle devra emprunter davantage à des conditions encore plus défavorables. C'est ainsi que naissent les boucles de rétroaction négatives. Pendant que les géants technologiques luttent avec leurs propres ambitions, Washington fait face à une contrainte d'une ampleur bien plus importante. En 2026, environ un tiers de la dette publique américaine en circulation arrivera à échéance. Près de 9 600 milliards de dollars devront être refinancés. Le Trésor ne dispose pas des fonds nécessaires pour rembourser les détenteurs d'obligations. Il devra renouveler la dette. La responsabilité de trouver des acheteurs incombe désormais à Scott Bessent. Cela implique une multiplication d'adjudications. En une seule semaine de février, le Trésor prévoit de mettre sur le marché 125 milliards de dollars de titres. L'essentiel de ce refinancement se concentre sur les maturités courtes. Ces instruments sont plus faciles à placer, mais ils exposent l'État à des risques majeurs, choc soudain de taux et dépendance constante au renouvellement de la dette. La Réserve fédérale ne peut pas monétiser massivement cette dette sans conséquence. Cette stratégie affaiblirait le dollar et éroderait la confiance globale. Le Trésor dépend donc de marchés devenus moins fidèles. Depuis le début du cycle de hausse des taux en 2022, les acheteurs institutionnels officiels, notamment les banques centrales étrangères, ont réduit progressivement leurs avoirs en obligations américaines. Ils ne jouent plus le rôle de soutien automatique. Les acheteurs privés ont pris le relais. Fonds de pension, compagnies d'assurance, mais aussi hedge funds, trésoreries d'entreprises et investisseurs en quête de rendement. Ces acteurs ne sont pas loyaux, ils arbitrent. Si les rendements montent trop vite ou si le dollar faiblit, ils peuvent vendre sans hésitation, accentuant encore la hausse des taux. Le point de tension ultime ne réside pas dans un bilan isolé, mais dans le timing.
Kevin Walsh maintient une politique de taux élevés, pendant que Jensen Huang freine l'engagement de Nvidia dans l'infrastructure d'OpenAI, tandis qu'Oracle se précipite pour lever des fonds avant que les conditions de crédit ne se durcissent encore plus. Ces décisions ne sont pas indépendantes. Elles constituent des réactions synchronisées à un même signal. Le capital n'est plus abondant et tout le monde en a conscience simultanément. C'est dans ce contexte tendu qu'intervient l'initiative connue sous le nom de Project Vault, portée par Donald Trump. Ce projet s'insère au cœur même de cette compression financière. Il repose notamment sur un prêt accordé par la banque américaine d'import-export, ajoutant de l'effet de levier à un moment où le risque de refinancement est déjà à son maximum. L'objectif affiché est de constituer une réserve stratégique de minerais critiques afin de réduire la dépendance des États-Unis à l'égard de la Chine. Le plan prévoit un stock d'environ 12 milliards de dollars, combinant 2 milliards de capitaux privés et 10 milliards de dollars de dettes publiques. Les matériaux ciblés incluent le gallium, le cobalt et d'autres métaux essentiels à la fabrication de batteries pour véhicules électriques, de moteurs aéronautiques et de semi-conducteurs. Sur le papier, l'ambition est claire. Dans la pratique, la structure financière est fragile. Le prêt contracté affiche un taux supérieur à celui des obligations du Trésor, ce qui alourdit encore les charges financières. La question de l'approvisionnement reste entière. Acheter sur le sol américain implique des coûts plus élevés et revient à subventionner indirectement les producteurs nationaux. Se tourner vers l'étranger, en revanche, risque d'acheminer des milliards directement vers des fournisseurs chinois, ce qui contredit l'objectif stratégique initial. Le mécanisme de rachat prévu est encore plus atypique. Les industriels s'engagent à racheter ultérieurement les mêmes quantités de matériaux au même prix. En pratique, cela fonctionne comme une opération de pension livrée appliquée aux métaux, un entrepôt soutenu par l'État qui fige artificiellement les prix. Trump se positionne ainsi comme un faiseur de marché, mais les marchés des matières premières résistent mal à toute tentative de gel. Si le gallium se négocie à 10 $ en Asie, alors que les États-Unis proposent un prix fixé à 5 $, les producteurs vendront naturellement là où la rémunération est la plus élevée. Les flux de matière suivent les incitations économiques, pas les intentions politiques. En plafonnant les prix, le dispositif décourage l'investissement. Les exploitants miniers américains n'augmenteront pas leur capacité si leurs marges sont limitées. Le résultat est contre-productif. La pénurie devient plus probable, pas moins. Même à hauteur de 12 milliards de dollars, l'ampleur du projet reste insuffisante pour résoudre le véritable goulet d'étranglement. La domination chinoise ne se limite pas à l'extraction, elle s'exerce surtout sur la transformation et le raffinage. Aujourd'hui, la Chine contrôle plus de 90% du raffinage mondial des terres rares. À l'horizon 2030, elle devrait encore en maîtriser environ 75%. Ces activités exigent des investissements lourds, une tolérance environnementale élevée et un savoir-faire accumulé sur plusieurs décennies. La Chine bénéficie d'écosystèmes industriels intégrés, d'une acceptation réglementaire plus souple et d'une concentration de compétences sans équivalent. Elle a également restreint l'exportation de technologies et de talents liés au raffinage, créant de facto un embargo sur l'expertise. Accumuler des matières premières brutes ne permet pas de contourner ce verrou stratégique. Project Vault atténue légèrement le risque, mais il ne modifie pas l'équilibre des forces. Cette initiative exerce une pression supplémentaire sur un budget fédéral déjà fragilisé par le refinancement massif de la dette. Trump tente de poursuivre plusieurs objectifs simultanément: relocaliser les chaînes d'approvisionnement, financer des déficits structurels, renouveler la dette publique et maintenir des taux bas. Ces impératifs sont incompatibles à court terme. À un moment donné, les taux devront baisser. Les géants technologiques ne peuvent pas soutenir indéfiniment des projets financés par l'endettement. Le Trésor ne peut pas refinancer près de 9 000 milliards de dollars à des conditions favorables si les rendements restent élevés. Mais réduire les taux trop rapidement raviverait les tensions inflationnistes et affaiblirait le dollar. L'économie américaine ne fait pas face à un effondrement brutal. Elle se déforme sous son propre poids. D'un côté, une montagne de dettes liées à l'intelligence artificielle. De l'autre, un endettement souverain colossal. Les deux reposent sur une condition essentielle, un environnement financier accommodant que plus personne ne maîtrise totalement. Le prochain tournant ne viendra ni d'un discours ni d'une annonce politique. Il émergera du marché lui-même, et lorsqu'il se produira, il déterminera quel segment du système cédera le premier.
Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Votre présence, votre temps et votre soutien comptent énormément et permettent à ce contenu d'exister. Si ce n'est pas encore fait, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour ne manquer aucune prochaine vidéo. C'est le meilleur moyen de soutenir le travail et de rester informé des prochaines analyses. On se retrouve très vite pour d'autres vidéos du genre avec encore plus de décryptage, de contexte et de réflexion. À très vite.